Je m'appelle Darlene Overton et j'ai 71 ans. 3 jours avant que le testament de mon mari ne soit lu, lors de ses propres funérailles, ma belle-fille s'est penchée au-dessus des fleurs du cercueil et m'a chuchoté 6 mots, nous avons déjà décidé pour sa succession. J'ai hoché la tête une fois. J'ai souri et je lui ai dit la simple vérité, que j'avais décidé moi aussi, avec l'avocat que Walter avait engagé en octobre. Son visage s'est figé. Elle avait compté sur une vieille femme fatiguée qui signerait partout où on lui pointerait du doigt. Walter, lui, avait compté sur toute autre chose. Il avait vu venir toute cette situation et avait scellé sa réponse dans une enveloppe de couleur crème. 48 heures plus tard, dans un petit bureau de Main Street, mon fils et sa femme allaient apprendre à quel point il m'avait mal jugé. Mais l'octobre que personne n'a remarqué doit d'abord être raconté. Le matin où le médecin a prononcé le mot pancréatique, Walter n'a pas bronché. Il a remercié l'homme. Il lui a serré la main. Puis il m'a accompagné jusqu'au camion dans le parking de l'hôpital et m'a tenu la main sur la banquette comme si nous avions de nouveau 19 ans. Nous étions mariés depuis 35 ans. Les habitants de Hartwell nous considéraient comme un ensemble indissociable. Walter coupait le bois, je coupais la paperasse. Il pouvait lire le fil d'une planche de noyer en 3 secondes. Je pouvais lire un contrat en 2. Combien de temps, lui ai-je demandé. Assez de temps, a-t-il dit. Il n'a jamais pleuré. Pas une seule fois sur tout le chemin du retour. Au lieu de cela, il a commencé à planifier. J'ai supposé qu'il parlait de l'enterrement, de la pierre tombale, des hymnes qu'il voulait faire chanter, un homme pratique mettant de l'ordre dans ses affaires. Ce n'était pas ce genre de planification qu'il avait en tête. Il a passé cette première semaine à la table de la cuisine avec un bloc-notes légal jaune, écrivant des listes que je n'avais pas le droit de voir. Quand je m'approchais, il glissait son bras sur la page, de manière douce, presque enjouée. « Occupe-toi de ta propre paperasse, Dar, disait-il en souriant. Je lui laissais ses secrets. Après 35 ans, on apprend quelle porte il faut laisser fermer. Je croyais que ces listes concernaient la mort, un homme mettant de l'ordre dans ses comptes avant la fin. Elles concernaient en fait les personnes qui n'osaient pas attendre qu'il meure. J'aurais dû regarder ce bloc jaune de plus près. Je ne l'ai pas fait. J'étais occupé à être sa femme, à compter les semaines que le médecin nous avait données, passant à côté de la machine silencieuse que mon mari avait déjà commencé à construire, une page soignée à la fois. Laissez-moi vous parler de la Syrie, car la Syrie est toute l'histoire. Overton Mill & Cabinet s'étend sur 12 acres au large de la route 11, juste au sud de Hartwell, en Virginie. 38 personnes y travaillent. L'année dernière, elle a dégagé un peu plus de 7 millions de dollars de chiffre d'affaires dans la menuiserie sur mesure. Des escaliers, des bibliothèques, des bancs d'église, le genre de choses qui survivent à l'homme qui les a construites. Chaque pièce qui sort de notre atelier porte une petite marque brûlée sur le dessous, 2 lettres, W et O, la marque de Walter. Près de la porte d'entrée se trouve une plaque de laiton, aujourd'hui verte sur les bords, que j'avais fait fabriquer en 1990. On peut y lire « Overton Mill & Cabinet, DNW Overton, fondé en 1990. D avant W. Je l'ai écrit ainsi exprès. Personne ne l'a jamais remarqué. Daniel l'a remarqué encore moins que quiconque. Il était passé devant cette plaque 5 jours par semaine pendant 20 ans. Pour lui, ce n'était que l'objet froid à côté de la poignée de porte. Il appelait cet endroit « l'atelier de papa ». La banque aussi. Tout comme les hommes de l'atelier. Je les ai laissés faire. Pendant 20 ans, j'ai laissé chaque âme de ce bâtiment croire que mon mari possédait ce que nous avions construit ensemble. C'était plus facile. Cela préservait la paix. Cela rendait Walter fier de voir son nom sur le camion. Et j'aimais le rendre fier. Cela ne m'a jamais dérangé de me tenir derrière lui. J'avais construit cette place à l'arrière, planche par planche, de la même manière que les escaliers. Mais une plaque de laiton ne ment pas. Elle attend simplement que quelqu'un la lise. 3 jours après les funérailles, dans le bureau d'un avocat sur Main Street, quelqu'un allait enfin le faire, et cette lecture allait vider la pièce. Je devrais expliquer comment une fille qui suivait des cours du soir de comptabilité a fini par posséder une scierie. En 1990, Walter avait les mains et le coup d'œil. Il n'avait pas la tête pour les chiffres, et il le savait. Je tenais les livres d'un magasin de meubles à Roanoke depuis 11 ans. Nous avons rassemblé ce que nous avions, ces outils, mes $4000 d'économie et un prêt.
J'ai co-signé le prêt parce que son crédit était fragile et le mien était propre. C'est moi qui ai enregistré la SARL. J'ai signé les statuts constitutifs. J'ai structuré la propriété de la manière conseillée par l'avocat de Roanoke pour protéger la famille si un client venait à nous poursuivre pour un escalier qui s'effondrerait. En 1995, lorsque nous avons acheté les 12 acres, j'ai mis l'acte de propriété à mon nom, pas en secret. Le greffier l'a enregistré en ville comme n'importe quel autre acte. C'est un document public. N'importe qui pouvait le consulter pour $8. Personne ne l'a jamais fait. Je gérais les contrats. Je m'occupais de la banque. Je m'asseyais en face de chaque fournisseur qui tentait de nous étrangler et je ne sciais pas. Walter construisait de belles choses. J'ai construit la structure qui lui permettait de les construire. Rien de tout cela n'était caché. C'était simplement non lu. De la même manière que les gens ne lisent jamais l'étiquette d'une bouteille de laquelle ils versent à boire toute leur vie. La paperasse était ma seconde langue. La plupart du temps, elle restait tranquille dans un classeur gris, ennuyeuse comme la poussière, et j'étais bien contente de l'y laisser. Il viendrait pourtant un mardi de novembre où ce classeur serait la seule chose au monde capable de parler pour moi. Et lorsqu'il parlerait, toute la famille devrait enfin l'écouter. Daniel a épousé Bridget il y a 11 ans dans notre jardin, sous l'érable que Walter avait planté le jour de la naissance de Daniel. Bridget a 39 ans, elle est vive, jolie et fatiguée d'une manière qui a commencé bien avant qu'elle ne nous rencontre. Elle parle de l'avenir des enfants comme d'autres parlent de la pluie et du beau temps, constamment et avec une angoisse sourde sous chaque mot. Je comprenais cette angoisse. Son père est mort quand elle avait 12 ans. Il n'a laissé aucun testament. Sa propre mère, la grand-mère de Bridget, a pris la maison, la voiture, les économies, et a mis Bridget et sa mère sur le trottoir avec 4 sacs poubelles noirs. Elle m'a raconté cette histoire une fois, au début, en pleurant devant l'évier de ma cuisine. Je l'ai serrée dans mes bras. J'étais sincère. Je savais donc déjà ce qui la motivait. Pas la cupidité à proprement parler. Une fille que l'on a mise sur le trottoir fera presque n'importe quoi pour s'assurer de ne plus jamais s'y retrouver. Daniel a 43 ans. C'est le fils de Walter, issu de son premier mariage. D'où là où son père était solide. J'ai épousé Walter quand Daniel avait 8 ans. Je suis la seule mère dont le garçon se souvienne et je n'ai jamais pensé à lui autrement que comme mon propre fils. Bien qu'il y ait eu des personnes dans cette famille pour me rappeler, quand cela les arrangeait, que je n'étais pas de son sang. Il a grandi avec la certitude que la Syrie était son droit de naissance. De la même manière qu'un enfant est certain que le soleil se lève. Ce printemps-là, avant le diagnostic, Bridget a commencé à répéter une chose particulière lors des dîners du dimanche. « Maman, tu as mérité de te reposer », me disait-elle en me tapotant la main. Laisse la génération suivante s'en charger. Cela semblait doux. Cela ressemblait à de la bienveillance. C'était la façon la plus polie que quiconque ait jamais trouvée pour me dire de disparaître. Je souriais, passais les pommes de terre et ne disais rien. J'ai appris qu'un couteau mielleux reste un couteau. Je ne savais simplement pas encore à quel point elle prévoyait de l'utiliser tôt, ni à quel point elle frapperait profondément. C'est en octobre que les démarches silencieuses ont commencé. Walter était encore lui-même à ce moment-là, l'esprit clair, marchant seul, perdant du poids mais n'étant pas encore l'homme que le cancer ferait de lui. 3 ou 4 fois ce mois-là, il prenait la vieille Ford pour aller en ville et revenait 2 heures plus tard les mains vides, avec une expression sur le visage que je n'arrivais pas à décoder. Une fois, j'ai trouvé une enveloppe épaisse de couleur crème sur son établi. Un papier lourd, du genre de ceux qui coûtent cher. Je l'ai ramassé. Elle ne portait aucun nom. « C'est à moi », a-t-il dit depuis le pas de la porte, sans méchanceté. Je l'ai reposée. Au dîner, elle avait disparu. « Walter », ai-je dit, « qu'est-ce que tu fais là-bas en ville ?» Il a versé son café. Il a pris tout son temps pour le faire. Je me suis occupé de la paperasse, a-t-il dit. Quand Ruth t'appellera, écoute-la. Écoute tout avant de dire un seul mot. Je n'avais jamais entendu le nom de Ruth de ma vie. Qui est Ruth? Quelqu'un qui travaille pour nous maintenant, a-t-il dit, et ce fut tout. Je pensais qu'il parlait de l'assurance, de la politique d'obsèques, des formulaires de bénéficiaires, les affaires ennuyeuses d'un homme mourant. Je me suis même senti un peu blessé qu'il ait fait cela sans moi après 35 ans passés à tout gérer.
J'ai donc laissé couler. J'avais des semaines à compter, un mari à soulager et 100 petites attentions à accorder chaque jour. Je me trompais au sujet de l'assurance. Je me trompais sur énormément de choses cet octobre-là. Et l'enveloppe de couleur crème que j'avais reposée sur son établi n'allait réapparaître que lorsqu'elle serait la seule chose restante capable de me sauver. En novembre, le cancer avait posé ses mains sur lui. Il ne pouvait plus monter les escaliers. Il dormait plus qu'il n'était éveillé. La Syrie tournait sans lui, et pour la première fois en 35 ans, elle tournait sans moi aussi, car je ne voulais quitter son chevet pour rien au monde. C'est là que Bridget s'est rendue utile. Elle a installé un calendrier sur le réfrigérateur. Les heures de visite, l'appelaient elle. Elle gérait qui venait et quand, pour que papa puisse se reposer. Elle me gérait moi aussi, au même titre que tous les autres. « Tu es épuisée, maman ?» me disait-elle en me dirigeant vers la cuisine, une main sur mon dos. Carole l'a remarqué avant moi. Carole Tenant était notre infirmière de soins palliatifs. 58 ans, 30 ans de métier, avec des yeux qui ne laissaient rien passer. Elle a commencé à s'attarder. Elle a commencé à me poser de petites questions prudentes sur les personnes présentes dans la maison et à quel moment. Un après-midi, je suis remonté par le couloir et j'ai entendu Bridget à travers la porte de la chambre. « Il a besoin de calme, maman, pas de paperasse. » Je me suis arrêté. Je n'ai pas insisté. Je me suis éloigné de cette porte et je veux être clair sur mes raisons. Je ne voulais pas transformer les dernières semaines de mon mari en guerre. C'était une décision que j'ai prise les yeux grands ouverts. Cela m'a coûté plus que je ne saurais le dire, et si c'était à refaire, je prendrais la même décision. Mais s'éloigner n'est pas la même chose qu'abandonner. Je me suis allongé dans la chambre d'amis comme une invitée dans ma propre maison et j'ai fixé le plafond. Au bout du couloir, derrière une porte que j'avais accepté de ne pas ouvrir, ma belle-fille apportait déjà les documents avec lesquels elle prévoyait de m'enterrer. Walter est mort un jeudi juste après 6 heures du matin. Je lui tenais la main. La pièce était grise des premières lueurs de l'aube et très silencieuse. Je ne vais pas embellir les choses. Il était là, puis il n'était plus. Et la maison est devenue plus grande et plus vide dans l'espace d'un seul souffle. J'ai eu peut-être 1 heure de pur chagrin. Puis la machine dont j'ignorais l'existence a commencé à tourner. Dès midi, Bridget était au téléphone dans ma cuisine, parlant à voix basse. Dès le lendemain matin, elle parlait de la succession. De la manière dont on parle de quelque chose de déjà réglé et signé. Daniel évitait un peu mon regard. Il y avait un document, ai-je compris, quelque chose que Walter avait signé. Il l'évoquait comme des joueurs de cartes évoquent un as qu'ils cachent sous la table. Les funérailles étaient prévues pour le samedi. La lecture du testament, a indiqué le bureau de Ruth lorsqu'ils ont appelé, aurait lieu le mardi suivant. La nuit précédant son enterrement, Carole m'a surprise seule sur le porche. Elle était passée avec un plat mijoté qu'elle savait pertinemment que je ne mangerais pas. « Darlene » a-t-elle dit doucement. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur la nuit où ils lui ont fait signer ce papier. J'ai attendu. Pas ici, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à la fenêtre éclairée de la cuisine où Bridget se déplaçait derrière la vitre. Après la cérémonie, vous voudrez tout entendre, du début à la fin. 3 jours avant la lecture du testament. 3 jours pour qu'une famille dépense de l'argent qu'elle n'avait pas pour une Syrie qu'elle ne possédait pas. Mais d'abord, nous devions l'enterrer. Et d'abord, devant une église bondée, ma belle-fille avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas attendre de me chuchoter à l'oreille. Nous avons enterré Walter par un samedi lumineux et froid, le genre de journée qu'il avait toujours préféré. L'église était pleine. 40 ans dans une même ville remplissent une église. Il y avait les hommes de la Syrie dans leurs belles chemises, les fournisseurs, le pasteur qui nous avait mariés, la moitié de Hartwell. Je me tenais à l'avant, à côté du cercueil. Bridget s'est approchée de moi pour présenter ses respects, ce qui signifiait se tenir là où toute la salle pouvait la voir en deuil. Les fleurs sentaient trop fort. C'est toujours le cas d'Hélice. Elle s'est penchée tout près, sa bouche près de mon oreille, son visage arrangé pour la foule en quelque chose de doux et de triste. Nous avons déjà décidé de ce qui va advenir de sa succession. 6 mots prononcés assez bas pour que moi seul les entende au-dessus du corps de mon mari, avec les lys écrasés exhalant leur parfum sucré entre nous. J'ai été sous-estimé toute ma vie. J'ai appris à ne pas débattre sur le moment. Alors je n'ai pas débattu.
J'ai hoché la tête une fois. J'ai souri. Le petit sourire poli que j'avais arboré lors de milliers de réceptions à l'église. Puis je lui ai dit la vérité. Moi aussi, ai-je dit, avec l'avocat qu'il a engagé en octobre. Je l'ai regardé encaisser le coup. Son visage si soigneusement préparé s'est décomposé dans un coin. Les yeux d'abord, puis la bouche. Elle n'avait pas su qu'il y avait un avocat. Elle n'avait pas su pour octobre. Elle avait pensé qu'elle chuchotait à une femme vaincue. Quel avocat, a-t-elle dit? Ce n'était pas une question. C'était un petit son sec, le bruit d'un plan qui se fissure. L'orgue a commencé à jouer. Le pasteur a levé les mains. Je me suis retourné vers mon mari et je l'ai laissé là avec Célis, et la toute première véritable peur qu'elle ressentait de la semaine. Le testament serait lu dans 3 jours. Elle avait exactement ce temps pour se demander ce que son beau-père décédé lui avait réservé au grand jour. Après le service, le sous-sol de l'église s'est rempli de café, de jambon et de discussions à voix basse. Marcia a trouvé son public près de la table des desserts. Marcia est la sœur cadette de Walter, 69 ans, une femme qui a passé sa vie entière persuadée que le sang est la seule chose qui compte vraiment. Elle aimait son frère, je lui accorderai cela. Ses yeux étaient rouges et son chagrin était réel. Mais elle écoutait Bridget depuis des semaines, et Bridget avait été très occupée. C'est dommage, vraiment, a dit Marcia juste assez fort pour un groupe de cousins près du gâteau. Darlene n'est même pas de notre sang. La Syrie devrait revenir à la famille, à Daniel, aux enfants. Quelques têtes se sont tournées vers moi. J'étais à 3 mètres de là, tenant un gobelet en carton de café que je n'avais aucune intention de boire. Le sang s'occupe du sang, Darlene, a-t-elle dit en se tournant directement vers moi, le menton levé. Tu comprends ça? Tu feras ce qu'il faut pour Daniel. La pièce est devenue un peu plus silencieuse. C'est ainsi que cela se passe dans les petites villes, non pas avec des cris, mais avec une phrase posée devant des témoins, pour que la pression s'installe. J'aurais pu lui parler de l'acte de propriété, de la SARL, de 1990. Je ne l'ai pas fait. J'ai bu une petite gorgée du mauvais café. Je suis sûr que nous ferons tout ce qu'il faut, ai-je dit. Walter y veillait généralement. Marcia n'a pas su quoi faire d'une réponse si calme. Elle était venue armée pour un combat, et un combat se joue à 2. Je l'ai laissé garder son arme. Le silence est aussi une réponse. Et le mien était le seul qui tiendrait encore debout mardi. J'ai donc laissé toute la salle croire pendant encore quelques jours qu'il regardait une veuve tranquille en train de tout perdre. Le document est sorti 2 jours avant la lecture, à ma propre table de cuisine. Bridget l'a apporté dans un dossier. De la manière dont on transporte quelque chose de précieux et d'un peu dangereux. Daniel flottait derrière elle. Glenn était là aussi, le frère de Bridget, appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine. Nous ne voulions pas que ce soit une surprise mardi, a dit Bridget en faisant glisser le dossier vers moi. Papa a formulé ses volontés très clairement avant de s'éteindre. À l'intérieur se trouvait une unique page dactylographiée. Dernière volonté, disait le titre en haut dans une police simple. En dessous, quelques phrases léguant la Syrie et la maison à Daniel. Tout en bas, la signature de Walter, tremblante, mais c'était la sienne. Et 2 lignes pour les témoins, le nom de Bridget, le nom de Daniel. Je l'ai lu 2 fois. J'ai gardé mon visage parfaitement impassible. J'ai signé des milliers de contrats en 35 ans. J'ai repéré des erreurs qui ont fait économiser à cette famille plus d'argent que Daniel n'en saura jamais. Je savais, avant même d'avoir fini la première phrase, exactement par où cette page pêchait. Mais une femme qui montre ses cartes sur la table de la cuisine est une sotte. C'est la signature de Walter, ai-je dit. C'était vrai. Bridget s'est détendue d'1 centimètre. Donc tu comprends que c'est réglé. Je comprends que c'est signé, ai-je dit, et je lui ai renvoyé le dossier de l'autre côté de la table. Glenn a souri depuis l'embrasure de la porte comme un homme qui avait déjà dépensé l'argent dans sa tête. J'ai rassemblé leurs tasses de café. Je les ai lavées à l'évier en leur tournant le dos. Et je n'ai absolument rien dit au sujet des témoins ni de ce que la loi pense d'un testament signé en faveur des personnes même qui tenaient la main de l'homme mourant sur la page. Cette partie-là était réservée pour mardi. Dans une pièce avec un avocat et une vérité qui valait une plaque de laiton, attendant dans une enveloppe crème dont personne à ma table ne soupçonnait l'existence.
Daniel est revenu ce soir-là seul, ce qui était rare. Il m'a trouvé sur le porche dans le noir, de la même manière qu'il venait me trouver quand il était petit et ne parvenait pas à dormir. Il s'est assis sur la marche en dessous de ma chaise, comme il le faisait à l'époque. Pendant un moment, aucun de nous n'a dit mot. La Syrie vrombissait dans le lointain. Nous faisons tourner une équipe de nuit pendant les mois de forte activité. Tu as toujours tout géré, a-t-il dit finalement. Sa voix n'était pas stable. Les factures, la banque, les humeurs de papa, tout. Je n'ai jamais eu à y penser. C'était le but, ai-je dit. J'imagine que je pensais simplement que cela me reviendrait. Il a regardé ses mains. L'atelier, la maison. Je n'ai même jamais demandé comment c'était organisé. J'ai juste supposé. Il était là. Mon garçon, 43 ans, et pour un instant, il avait de nouveau 9 ans, me disant la vérité avant que quiconque ne lui ait appris à se taire. J'ai failli tendre la main vers lui. J'ai failli tout lui révéler, là, sur la marche sombre. Puis son téléphone a éclairé le porche en bleu. Le nom de Bridget est apparu sur l'écran. Il l'a regardé. Il m'a regardé. Il a répondu. Allô, oui, je suis juste. Il était déjà debout, se détournant déjà. J'arrive. Il a descendu les marches et a traversé la cour sombre, le téléphone à l'oreille, approuvant tout ce qu'elle lui disait à l'autre bout du fil. Mon fils était encore là, quelque part. Je l'avais vu pendant une seconde, d'une clarté absolue, mais il avait choisi il y a bien longtemps la voix à laquelle il répondrait lorsqu'elle l'appellerait dans la nuit. Ce n'avait jamais été la mienne. Je suis donc resté assis seul sur le porche un peu plus longtemps et j'ai fait ma paix avec ce que mardi allait lui faire, car il l'avait choisi lui aussi sans jamais savoir qu'il choisissait. Arrêtons-nous ici un instant. Si vous avez déjà été la personne silencieuse de votre famille, celle que tout le monde supposait docile, celle dont le travail devenait invisible dès qu'il était terminé, alors vous connaissez déjà le poids que j'ai emporté de cette église. Restez avec moi. Ce que Walter m'a laissé dans cet atelier est sur le point de changer tout ce que je pensais avoir perdu. Et si tout cela vous touche de près, abonnez-vous pour que la suite vous trouve. Le lundi précédant la lecture, je me suis forcé à aller jusqu'à l'atelier de Walter. C'est un petit bâtiment derrière la scierie, son endroit privé, où il gardait les projets qui n'appartenaient qu'à lui, ses bons ciseaux, le bois qu'il refusait de vendre, la radio qui ne captait qu'une seule station. J'y suis allé pour me sentir proche de lui. J'ai trouvé autre chose à la place. Sur son établi, pile au centre, là où je ne pouvais pas le manquer, se trouvait une boîte en cèdre. Il l'avait fabriquée lui-même. Je reconnaissais les assemblages comme je reconnaissais son écriture. Elle n'était pas là en octobre. Il l'avait construite et laissée là pour que je la trouve exactement à ce moment-là. Mes mains tremblaient un peu quand j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, tout au-dessus, se trouvait une lettre d'un cabinet d'avocats. Avery & Associates, avocat. Une lettre d'engagement, le genre de document que l'on signe pour embaucher quelqu'un, datée du 14 octobre, signée par Walter de sa bonne main stable d'octobre. Ruth Avery. C'était donc cela, Ruth. En dessous se trouvait une note pliée écrite de sa main en lettres d'imprimerie. Les majuscules soignées qu'il utilisait pour les mesures. D'art. Quand Ruth appelle, écoute tout avant de parler. Ne dévoile pas ton jeu, fais confiance aux dates. Je t'aime, W, l'enveloppe de couleur crème d'octobre n'avait pas été de l'assurance. Elle n'avait jamais été de l'assurance. Je me suis assise sur son tabouret, j'ai posé la boîte en cèdre sur mes genoux et je me suis laissé pleurer. Enfin, dans le seul endroit restant au monde qui sentait encore comme lui, l'assure, l'huile de machine et le cèdre qu'il avait travaillé de ses propres mains. Puis j'ai relu la note une fois de plus. Fais confiance aux dates. Mon mari était mort depuis 4 jours, et il venait de me transmettre une instruction par-delà cette distance. Et en 35 ans, j'ai toujours suivi les mesures de Walter au 16e de pouce près. Ruth Avery a appelé ce même soir à 18h pile. Sa voix était plus âgée que ce que j'avais imaginé. Stable, pesant chaque mot, à la manière des très bons avocats. Madame Overton, a-t-elle dit, votre mari m'a demandé de vous appeler le lendemain du jour où vous trouveriez la boîte. Avez-vous trouvé la boîte? Cet après-midi. Bien. Il avait parié sur lundi. Une courte pause. Il a pensé à tout, votre Walter.
J'ai rarement vu un client réfléchir si clairement et si vite, et j'exerce depuis 40 ans. Elle m'a expliqué clairement ce que Walter avait fait. En octobre, alors qu'il avait l'esprit clair et était assez fort pour conduire lui-même, il l'avait engagé. Il avait signé un nouveau testament et établi un trust, et il y avait, dit-elle, une lettre scellée également. Selon ses propres mots, elle devait être ouverte lors de la lecture, et nulle part ailleurs. Il a été très précis, a dit Ruth. Rien ne sort plus tôt. Ni le testament, ni la lettre, pas un seul mot de votre part. Vous laissez tout se dérouler dans la pièce avec tout le monde présent. Il a été très ferme là-dessus. Pourquoi, ai-je demandé. Il a dit que vous comprendriez. Il a dit que les gens qui font ce genre de choses dans l'ombre devraient avoir à en répondre en pleine lumière. J'ai fermé les yeux. C'était du Walter tout craché. Que dois-je faire d'ici mardi? Ai-je demandé. Rien, a dit Ruth. Vous vivez votre deuil. Vous les laissez parler. Vous les laissez s'installer confortablement. Ensuite, nous laisserons la lecture parler pour nous tous. J'ai raccroché le téléphone. Je suis resté assise dans la cuisine silencieuse un long moment, la boîte en cèdre sur la table devant moi. Pour la première fois depuis des semaines cette nuit-là, j'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Je pense que j'avais enfin compris que je n'allais pas entrer dans cette pièce toute seule. La découverte concernant Glenn s'est faite ce même lundi par accident, de la manière dont les pires choses semblent toujours arriver. J'étais retourné au bureau de la Syrie pour chercher un dossier, par force d'habitude. Une femme cherchant à se rassurer par de la paperasse. Notre comptable, Janet, était à son bureau, et elle a levé les yeux vers moi comme quelqu'un qui attendait depuis 3 semaines de pouvoir dire quelque chose à voix haute. « Madame Overton », a-t-elle dit. Je ne savais pas à qui le dire. Daniel était venu 2 fois cette semaine-là, dit-elle, en lui demandant de sortir la valeur des équipements de la Syrie et les états financiers. Il lui avait dit qu'il allait bientôt reprendre l'affaire. Et il voulait savoir contre quoi les machines pouvaient être données en garantie. C'était la partie qui m'a retourné le cœur. Mais c'était la raison pour laquelle il les voulait que Janet avait fini par reconstituer. Il y avait un prêt, 48 000 $ contracté en septembre. Pas l'argent de la Syrie. Glenn n'avait aucun droit sur le crédit de l'entreprise, pas plus que Daniel. C'était un prêt personnel. Glenn l'avait emprunté à Marsh Contracting et avait convaincu Daniel de co-signer, avec le nom de Bridget écrit juste en dessous du sien. Tous les 3 engagés là-dedans. Marsh Contracting avait 3 mois de retard sur ses propres dettes écoulées à pic. C'est à ce moment-là que toute la structure de la ferme est apparue claire comme de l'eau de roche. Ils ne voulaient pas seulement l'héritage, ils avaient déjà emprunté dessus. Glenn avait besoin que Daniel possède la Syrie pour qu'il y ait quelque chose de solide derrière cette dette. Bridget avait besoin d'en avoir le contrôle. Daniel avait besoin de leur plaire à tous les deux. Les 48 000 $ étaient un compte à rebours et l'horloge tournait. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait, ai-je demandé à Janet. Juste moi, et maintenant vous. Garde cela pour toi jusqu'à demain. Demain, cela n'aura plus d'importance. Qui sait? J'ai conduit pour rentrer à la maison en passant devant la plaque de laiton de la porte d'entrée, DNW Overton, fondée en 1990. Je serai honnête avec vous comme j'ai essayé de l'être sur tout le reste. Au moment où je me suis engagé dans ma propre allée, j'avais cessé de redouter mardi. J'avais commencé, d'une manière dont je ne suis pas totalement fier, à l'attendre avec impatience. On ne peut dire à une femme de se reposer qu'un certain nombre de fois avant que le repos ne commence à ressembler à un défi. Le lundi soir, Bridget a tenté sa chance une dernière fois. Elle est venue seule, ce qui m'a indiqué qu'elle pensait pouvoir régler l'affaire elle-même. Elle s'est assise à ma table de cuisine comme une femme qui possédait déjà la chaise. « Maman », a-t-elle dit, « je veux rendre la journée de demain facile pour tout le monde. C'est gentil de ta part. Si tu acceptais simplement de céder la Syrie à Daniel ce soir, nous éviterions tout ce cirque. Pas d'avocat, pas de drame, la famille gère la famille, comme papa le voulait. » Elle a fait glisser une feuille sur la table vers moi. Une autre page dactylographiée, un autre endroit bien propre en bas pour ma signature. Nous avons déjà décidé, maman, a-t-elle dit plus doucement cette fois. Mais il y avait un fil d'acier sous cette douceur. Ne rends pas cela moche. C'était encore là. Nous avons déjà décidé. Elle l'avait dit sur le cercueil. Maintenant,
elle le disait sur ma propre table. Elle aimait cette formule. Elle croyait que c'était un fait, de la même manière qu'elle croyait que le soleil se levait. Et si je ne signe pas, ai-je demandé. Elle a d'abord laissé le silence menacer, puis elle a parlé. Les enfants t'adorent. Cela me briserait le cœur s'ils voyaient moins leur grand-mère. Voyager est difficile. Les emplois du temps se remplissent si vite à leur âge. C'était donc la laisse qu'elle avait apportée, les petits-enfants. J'ai regardé la page. Puis j'ai regardé ma belle-fille qui avait été mise sur un trottoir à 12 ans et qui avait décidé, quelque part dans son parcours, que le seul endroit sûr au monde était de se tenir au-dessus de tout le monde. On se voit demain, Bridget, ai-je dit en me levant pour débarrasser sa tasse. Elle a récupéré sa page non signée et son sac, et elle est partie, persuadée d'avoir serré une vis. Elle n'avait aucune idée qu'elle ne faisait que remonter sa propre horloge. Un pas de plus vers la pièce où les signatures et les dates décident de tout, et où une voix douce n'a pas besoin de crier pour l'emporter. Après le départ de Bridget, j'ai appelé Carole. Il était temps de tout entendre. Elle est venue avec du thé cette fois-ci plutôt qu'avec un plat. Nous nous sommes assises dans le salon sombre, la télévision éteinte, et elle m'a raconté la nuit où il lui avait fait signer le document. C'était la 2e semaine de novembre, a dit Carole. Tard, après 22 heures. Tu étais allé t'allonger. Bridget t'avait pratiquement accompagné à la porte de la chambre elle-même. Je me souvenais de cette nuit-là. Je me souvenais avoir été si fatigué que je pouvais à peine voir clair. Ils sont entrés avec un papier, a dit Carole, Bridget et Daniel. Et Bridget m'a demandé de sortir de la pièce. Elle a dit que c'était une affaire de famille. Je lui ai dit que j'étais son infirmière et que je resterais. Alors, elle a demandé au fils de me le demander à sa place. Et je me suis tenu dans le couloir. Comment était-il? Ai-je demandé. Walter. La mâchoire de Carole s'est crispée. Sous médicaments, somnole. Il n'avait pas la main sûre et il n'avait pas le regard fixe. Il a signé là où elle a posé sa main sur la page. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Darlene, il n'a cessé de te réclamer pendant tout ce temps. Où est Dar? Amenez-moi Dar. Et elle lui a dit, je l'ai entendu clairement à travers la porte, elle lui a dit que tu étais rentré chez toi pour la nuit. Dans ta propre maison, au bout de ton propre couloir. Quelque chose de froid et de net s'est installé en moi. Pas de la rage, mais quelque chose de bien plus utile que la rage ne l'a jamais été. Est-ce que tu dirais tout cela demain, ai-je demandé. Devant l'avocat, devant eux tous. Carole a posé son thé sur la table. Darlene, a-t-elle dit, cela fait 3 semaines que j'attends que quelqu'un dans cette famille me pose enfin cette question. J'ai rencontré Ruth Avery en personne le mardi matin, 1 heure avant l'arrivée des autres, dans son bureau situé au-dessus de la quincaillerie sur Main Street. Elle était petite, grise et précise, âgée de 70 ans bien tassée. Nous nous sommes comprises en moins d'1 minute. 2 femmes qui avaient passé leur vie entière à lire ce que les hommes signaient sans prendre la peine de le lire. Elle m'a exposé clairement la loi pour que je sache exactement ce qui allait se passer. Le testament d'octobre de votre mari comporte une clause de révocation, a-t-elle dit. Il annule tout testament antérieur et tout document informel. Il l'a signé devant 2 témoins indépendants, Maclair et un notaire. Il est inattaquable. Et leur papier rédigé au chevet de son lit. Ruth a presque souri. Un testament attesté par les 2 personnes mêmes qui en héritent. En Virginie, c'est presque la définition de manuel de l'abus d'influence. Cela ne révoque rien. Cela qualifie à peine comme du papier. Elle ne m'a pas montré la lettre scellée. Elle restait dans une enveloppe de couleur crème dans son coffre-fort, celle-là même que Walter avait touchée en octobre. Lors de la lecture, a-t-elle dit en me voyant jeter un coup d'œil vers le coffre-fort. Il a été très ferme là-dessus. Tout le monde dans la pièce l'entend ou personne ne l'entend. Et la Syrie, ai-je demandé. La Syrie, a dit Ruth, est la partie qu'ils comprennent le moins de tout le reste. Mais c'est pour la pièce aussi. Elle s'est levée et m'a accompagné vers les escaliers. Asseyez-vous au fond, Madame Overton. Laissez-les parler d'abord. Laissez-les s'installer bien confortablement, puis laissez-moi faire mon travail. Je suis descendu par les escaliers en bois vers la rue où la quincaillerie venait d'ouvrir, et j'ai attendu que ma famille arrive pour se couronner elle-même. Ruth m'avait proposé un choix avant que je ne quitte son bureau. Je peux les appeler ce matin,
avait-elle dit. Leur dire en privé que le papier du chevet est sans valeur, que le testament d'Octobre est blindé et que la Syrie n'a jamais été à eux. Cela éviterait la scène à tout le monde. Certains clients préfèrent cela. J'y ai réfléchi un instant. Cela aurait été plus gentil d'une certaine manière, plus calme, plus conforme à la femme qu'ils croyaient tous que j'étais. Non, ai-je dit. Ruth a attendu. Pendant 20 ans, ils ont parlé de l'atelier de mon mari, de l'argent de mon mari et du nom de famille, ai-je dit. Et ils ont fait le pire de tout cela dans le noir, au chevet d'un homme qui ne pouvait pas tenir son propre stylo. Ils m'ont mis hors de la pièce. Alors, je veux la pièce. Vous voulez la pièce? Je veux la pièce, ai-je dit. Pas pour crier. Je n'ai jamais été une femme à crier. Je veux juste que la vérité soit dite à voix haute une fois, avec tout le monde présent pour l'entendre. Après cela, ils pourront faire ce qu'ils veulent du reste de leur vie. Ruth a hoché la tête lentement, comme si j'avais réussi un test qu'elle avait fait passer à beaucoup de gens qui avaient échoué. Je ne me battrai pas dans les couloirs, lui ai-je dit. Je répondrai dans la pièce où cela compte. Votre mari a dit presque exactement cela, a-t-elle dit, en octobre, presque mot pour mot. Cela m'a arrêté sur la première marche. 35 ans de mariage, et nous étions encore tombés sur la même phrase depuis les deux côtés opposés de la tombe. Je suis descendu dans la rue, par un mardi ordinaire à Hartwell, à ceci près que 11 personnes allaient se rassembler là-haut et découvrir qui j'avais été pendant tout ce temps. Je n'étais pas la seule à avoir été occupée. Bridget avait passé tout le week-end à raconter aux gens que la Syrie appartenait à Daniel. Elle l'avait dit aux cousins. Elle l'avait dit à 2 des chefs d'atelier. Elle l'avait dit à Marsha, qui n'avait besoin d'aucun encouragement. Elle traitait la lecture de mardi comme un couronnement. Elle avait demandé à des proches de venir soutenir la famille. Elle portait une nouvelle robe bleu marine. Elle s'était fait coiffer. L'un des cousins, un homme décent nommé Pete, m'a raconté après coup ce qu'elle avait dit lorsqu'il avait mentionné la vieille plaque de laiton près de la porte, celle sur laquelle on lit UDNW Overton. Oh, cette vieille chose, avait ri Bridget. Walter a juste mis leurs 2 noms dessus pour être gentil. Vous savez comment il était avec elle. Pour être gentil. 35 ans de contrat, d'actes de propriété, de réunions de banque et de prêts co-signés, et elle avait réduit tout cela à un mari étant gentil avec sa petite femme. Elle n'avait aucune idée que la plaque de laiton était la seule chose véritablement honnête de toute cette histoire. Qu'elle disait la vérité toute nue à l'air libre, à côté de la poignée de la porte d'entrée, depuis 1990. C'était le problème avec Bridget. Elle était si sûre de gagner qu'elle ne prenait jamais la peine d'analyser la pièce dans laquelle elle se trouvait. Les gens qui sont sûrs d'eux cessent de vérifier. Et une personne qui cesse de vérifier foncera droit dans une porte qu'elle a elle-même aidé à installer. Elle est entrée dans le bureau de cet avocat ce mardi matin en tête de file, souriante, prête à être couronnée devant tous ceux qu'elle avait invités. Je suis entrée la dernière. Je me suis assise au fond et j'ai attendu. Avant d'entrer dans ce bureau, laissez-moi vous dire une chose. Les papiers que Walter a signés en octobre n'ont jamais été une question d'argent. Une Syrie, une maison, 12 acres. Il aurait pu se disputer pour tout cela de son vivant, et il ne l'a jamais fait. Ce qu'il a signé concernait le respect d'une femme que toute la famille avait discrètement convenu d'ignorer. Si quelqu'un vous a déjà dit que la patience fait de vous un paillasson, restez pour cette dernière partie. Abonnez-vous et finissons en ensemble. Mardi, 10h du matin, bureau de Ruth Avery. Je portais une robe noire unie et la montre de Walter, trop grande pour mon poignet. Je portais la boîte en cèdre qu'il m'avait construite. La lettre scellée était verrouillée dans le coffre de Ruth depuis octobre. Walter la lui avait apportée lui-même la semaine même où je l'avais vue sur son établi. Tout ce que contenait la boîte maintenant était sa note manuscrite, celle qui me disait de faire confiance aux dates. Je la portais quand même. Elle sentait encore son atelier. La tenir était ce qui se rapprochait le plus de lui tenir la main. Carole est venue avec moi et a pris place près du mur. 11 d'entre nous remplissaient la pièce. Daniel et Bridget au premier rang, bien sûr. Glenn à côté d'eux, agité, remuant le genou. Marsha et 2 cousins, un chef d'atelier qui travaillait pour moi depuis 20 ans et ne savait pas encore que c'était pour moi qu'il travaillait. Ruth était derrière son bureau avec 2 dossiers et une enveloppe de couleur crème posée bien droite devant elle. J'ai pris la chaise tout au fond, à côté de la porte.
Bridget a jeté un coup d'œil vers moi, vers la petite boîte en bois sur mes genoux, et elle a presque ri à haute voix. Une veuve serrant une boîte sentimentale, inoffensive, déjà vaincue dans son esprit. Tu peux venir t'asseoir devant, maman, a-t-elle dit, généreuse dans sa victoire avec la famille. Je suis très bien ici, ai-je dit. J'aime voir toute la pièce. J'ai toujours aimé ça. On voit plus de choses depuis le fond. On voit qui regarde qui est nerveux, qui est déjà en train de dépenser de l'argent qui ne lui a jamais appartenu au départ. Bridget s'est tournée vers le bureau, le menton levé, prête pour sa couronne. Elle avait choisi le premier rang. C'était parfait, ai-je pensé en croisant mes mains sur la boîte de Walter. Elle serait la toute première que la vérité atteindrait lorsqu'elle traverserait cette pièce. Ruth Avery a croisé ses mains et a commencé. Je vous remercie tous d'être venus. Nous sommes ici pour lire les dernières volontés et le testament de Walter James Overton. Avant que je ne commence. Bridget l'a coupé. Avant de commencer, il y a quelque chose que vous devriez voir en premier. Elle s'est levée. Elle a apporté son unique page dactylographiée sur le bureau et l'a posée comme une main gagnante aux cartes. Walter a formulé ses volontés très clairement avant de s'éteindre, a-t-elle dit, se tournant pour que toute la pièce puisse l'entendre. Ceci est signé et certifié par des témoins. La Syrie et la maison reviennent à Daniel. Je pense que cela nous évite à tous une grande perte de temps et de chagrin. Quelques cousins ont hoché la tête. Marsha a dit, c'est exact. Glenn s'est adossé à sa chaise, satisfait. Ruth a regardé la page par-dessus ses lunettes pendant exactement 3 secondes. Elle ne l'a pas prise. Merci, a-t-elle dit. Je traiterai ce document dans un instant. Veuillez vous asseoir, Madame Overton. Quelque chose dans sa voix, plate, non impressionnée, de la manière dont on parlerait à un enfant qui interrompt des adultes, a créé la première fissure dans l'assurance de Bridget. Elle s'est assise. Ruth a ouvert le premier dossier. Puis elle a ouvert le second. Puis elle a posé l'enveloppe crème sur le côté, là où chaque personne dans la pièce pouvait la voir, et l'a laissée là comme une porte fermée dont personne n'avait la clé. Commençons, a-t-elle dit, par le testament que M. Overton a signé dans ce bureau même le 14 octobre. La tête de Bridget s'est tournée brusquement vers moi. J'ai gardé les yeux fixés sur Ruth. L'horloge au mur faisait entendre son tic-tac. La pièce était devenue très calme. Ruth a commencé à lire. Ruth lisait d'une voix claire et régulière, de la manière dont on lirait une recette à voix haute à quelqu'un dans une cuisine. Elle a lu la date. Elle a lu le nom complet légal de Walter. Elle a lu la ligne qui nommait l'exécuteur testamentaire de la succession, moi. Un léger bruit a parcouru la pièce à ce seul mot. Puis elle est arrivée à la clause et elle a ralenti pour que personne ne puisse prétendre plus tard avoir manqué un mot. Je révoque par la présente tous les testaments et codicilles antérieurs et tout autre document prétendant diriger la disposition de mes biens. Elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Signé le 14 octobre, attesté par un notaire et par ma clerc, dont aucun ne touche un seul dollar de cet homme. La pièce était silencieuse. J'ai alors pris la parole depuis le fond, tranquillement. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas haussé la voix d'un ton. Nous avons décidé tous les deux, Bridget, ai-je dit. Sa décision est datée. Sa tête s'est retournée brusquement. Sa robe marine, sa coiffure soignée, le couronnement qu'elle avait invité toute une famille à célébrer, tout cela a cessé de fonctionner d'un coup. Ce n'est pas, elle s'est tournée vers Ruth. Ça ne peut pas être correct. Il a signé le nôtre en novembre, après celui-là. Cela rend le nôtre plus récent. Nous viendrons à novembre, a dit Ruth. Un document ultérieur l'emporte. La voix de Bridget est montée d'un ton. Tout le monde sait que le papier le plus récent l'emporte toujours. Madame Overton. Le ton de Ruth n'a pas bougé d'1 millimètre. Bridget s'est assise lentement comme si sa chaise s'était dérobée sous elle. Daniel était devenu blême. Glenn avait cessé de s'adosser, et je tenais la boîte en cèdre de Walter sur mes genoux et j'attendais. Voici la loi, a dit Ruth en anglais clair. Elle a brandi la page dactylographiée que Bridget avait apportée. Elle la tenait par un coin, de la manière dont on tiendrait quelque chose qui n'était pas tout à fait propre. Cette page a été signée en novembre. C'est vrai, mais un testament ne compte que si l'homme qui le signe l'a compris et l'a choisi librement, et si ses témoins n'ont rien à y gagner.
Elle a lu les noms au bas de la page. Celui-ci comporte 2 témoins, Bridget Overton, Daniel Overton, les 2 personnes même qui l'enrichit. Elle l'a reposé sur le bureau. Un homme mourant sous forte médication, attesté uniquement par les 2 personnes qui l'enrichit. En Virginie, un tel testament ne survit pas à une contestation. Ni sur la capacité, ni sur l'abus d'influence. Il ne révoque rien. C'est le testament d'octobre qui s'applique. Il voulait que nous l'ayons, a dit Bridget. Vraiment, a dit Ruth. Ce n'était pas une question. J'ai repris la parole une fois de plus, toujours assise, toujours calme, avec ma voix de table de cuisine. Il a engagé un avocat en octobre, ai-je dit. Vous lui avez tendu une page dactylographiée dans le noir. La pièce l'a entendu. Pete, le cousin, a baissé les yeux vers le sol. La bouche de Marsha s'était ouverte et était restée ainsi. Puis Carole s'est levée de sa chaise contre le mur. J'étais son infirmière, a-t-elle dit. J'étais là la nuit où ils lui ont fait signer ça. Ils m'ont mise dans le couloir. Il était sous médicaments. Il n'a cessé de réclamer sa femme, encore et encore. Ils lui ont dit qu'elle était rentrée chez elle. Elle a regardé directement Bridget. Elle dormait au bout du couloir dans sa propre maison. On entendait la chaudière du bâtiment se mettre en marche. Personne d'autre dans la pièce ne faisait le moindre bruit. Ruth a laissé tout cela reposer un instant. Puis elle a tendu la main et a pris l'enveloppe de couleur crème. Monsieur Overton, a-t-elle dit, a laissé une lettre. Il m'a demandé de la lire à haute voix. Ruth a ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier en laiton. Le papier à l'intérieur était le papier lourd crème que j'avais tenu dans son atelier en octobre, une vie plus tôt. Il a écrit ceci le jour même où il a signé le testament, a dit Ruth. Il a demandé que cela soit lu à haute voix et en entier, devant tout le monde. Voici ces mots, pas les miens. Elle a commencé à lire. Si vous entendez ceci, c'est que je suis parti. Et que les personnes de ma famille sont assises dans une pièce à essayer de prendre ce qui ne leur a jamais appartenu. Je suis désolé, Dar. J'aurais dû arrêter cela plus tôt. J'ai été un lâche face à mon propre fils pendant bien trop longtemps. La pièce ne bougeait pas. Je veux être clair, car la clarté est la seule chose qui compte maintenant. Ruth a tourné la page. J'ai signé ce qu'ils ont mis devant moi. Puis j'ai conduit jusqu'au bureau de Ruth le lendemain matin. Daniel a émis un son sourd dans sa gorge. Bridget fixait le mur devant elle. Je savais ce que je faisais en novembre. Bridget a mis un papier sous ma main et je l'ai laissé faire parce que j'étais fatigué et que je voulais que le bruit s'arrête. Mais le lendemain matin, je suis monté dans le camion et j'ai signé mon véritable testament, l'esprit clair, en plein jour avec 2 inconnus qui me regardaient, afin que personne de vivant ne puisse jamais dire que je ne pensais pas chaque mot de ce que j'écrivais. Ruth a continué à lire doucement. Tout ce que je possède va dans un trust que Darlene contrôle. Non pas parce qu'elle est ma veuve, mais parce qu'elle a construit cette scierie avec moi planche par planche pendant 35 ans. Et la seule chose que j'ai jamais faite de mal envers elle a été de laisser le monde entier l'appeler mienne. Je n'avais pas pleuré aux funérailles. J'ai pleuré à ce moment-là, doucement tout au fond de la pièce, avec sa boîte en cèdre posée sur mes genoux. Lisez la plaque de laiton près de la porte, a terminé Ruth. Elle a toujours dit la vérité. Avec amour, Walter. Ruth a posé la lettre sur le bureau. Puis elle est passée à la partie que Bridget comprenait le moins de tout. Maintenant, la scierie, a dit Ruth. Overton Mill & Cabinet n'est pas une entreprise individuelle. Elle ne l'a jamais été. C'est une société à responsabilité limitée formée en 1990. Elle a fait glisser un document sur le bureau pour que tous puissent le voir. Monsieur Overton possédait 45%. Cette part se trouve désormais dans le trust que Madame Overton contrôle. Les autres 55% appartiennent depuis 1990 à Darlene Overton elle-même. Elle est et a toujours été l'associée majoritaire de cette entreprise. Le visage de Daniel s'est décomposé. C'est non, c'est l'entreprise de papa. Elle a toujours été à papa. C'est l'entreprise de votre mère, a dit Ruth. Et les 12 acres sur lesquels elle est construite sont enregistrés à son nom seul. Acté en ville en 1995. $8 au tribunal auraient suffi à la prendre à n'importe qui d'entre vous. Ces 55% et cette terre n'ont jamais été à Walter pour qu'il puisse les donner à qui que ce soit. Ni en octobre, ni en novembre, jamais.
Elle a regardé autour de la pièce. Ce que Walter pouvait léguer n'était que sa propre part, ses 45% de cette entreprise et la maison, qui était enregistrée à son nom. Le papier qu'ils ont apporté à son chevet concernait ses biens et ses biens seuls. Selon le testament d'octobre, les deux passent dans le trust que votre mère contrôle. Ainsi, Daniel n'hérite d'aucune part de la scierie ni de la maison. Ce que Daniel possède, c'est un travail sur une terre que sa mère possède. Bridget s'est levée brusquement de sa chaise. C'est insensé. Sa voix a fait sursauter toute la pièce. Elle l'a manipulé. Un homme mourant. Nous allons contester. Daniel, dis-leur. Dis-leur que nous allons contester. Elle ne pleurait pas pour Walter. Elle pleurait pour les 48 000 $ et pour le trottoir qu'elle sentait déjà se profiler sous ses pieds. Daniel ne disait absolument rien. Il fixait le document de la SARL sur le bureau comme un homme qui venait d'apprendre qu'il ne savait pas lire. Je suis resté assise au fond. Je l'ai laissé crier. La vérité avait été dite à voix haute une fois, devant tout le monde. C'était la seule chose que j'étais venu chercher dans cette pièce. Bridget continuait à crier quelque chose au sujet d'avocats, d'abus sur personnes âgées, de la façon dont j'avais tout planifié. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout de sa colère. Puis je me suis levé lentement, une vieille femme avec une petite boîte en bois, et la pièce s'est tournée vers moi. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en ai jamais eu besoin. Bridget, ai-je dit, assieds-toi. Elle s'est assise. Même à cet instant, le calme fonctionnait là où tout son bruit n'avait servi à rien. Tu peux garder le mot famille, ai-je dit. Utilise-le autant que tu veux, mais tu ne garderas ni l'entreprise, ni la maison, ni la terre. Rien de tout cela n'a jamais été à prendre. Tu ne pouvais tout simplement pas voir la table devant laquelle tu te tenais. Je me suis tourné vers mon fils. Daniel, tu as un emploi à la scierie pour aussi longtemps que tu le souhaites, mais tu postuleras de nouveau par écrit auprès de moi, comme tous les autres hommes de cet atelier. Maman, a-t-il commencé. Par écrit, ai-je répété. J'ai regardé Glenn, qui était devenu gris comme de la cendre. Et ces 48 000 $ sont à toi, Glenn. À toi, à Daniel et à Bridget, les trois noms sur l'emprunt. Pas un seul dollar de cette somme ne touchera la scierie. Vous avez emprunté sur quelque chose qui n'allait jamais être à vous. Puis j'ai pris la boîte en cèdre, la montre de Walter a glissé sur mon poignet, et je suis sorti par l'avant de la pièce pour une fois dans ma vie, passant devant Bridget, passant devant les listes que quelqu'un avait apportées, pour sortir dans un mardi matin ordinaire et lumineux à Hartwell. Je ne l'avais pas emporté par la colère. Je n'avais pas une seule fois haussé la voix au-dessus du ton que j'utilise à la table de la cuisine. J'avais gagné avec des dates, des signatures, et avec un homme qui m'avait assez aimé pour tout planifier en plein jour. Les suites ont été plus calmes que ce que l'on pourrait penser. Les choses le sont généralement lorsque la paperasse en dessous est solide. Le document du chevet a été retiré. Le bureau de Ruth s'est assuré qu'il n'atteigne jamais un tribunal. Le testament d'octobre est passé par l'homologation sans une seule contestation valable. Bridget a engagé son propre avocat. Il lui a dit exactement ce que Ruth lui avait déjà expliqué, qu'un testament signé par un homme sous médicament, attesté uniquement par les personnes qui l'enrichit, perd sur tous les plans, capacité et abus d'influence. Et qu'insister ne ferait qu'exposer sa propre conduite à ce chevet devant un juge. Elle a abandonné l'affaire en un mois. Les 48 000 $ sont restés exactement là où il les avait signés, à la charge de Glenn, de Daniel et de Bridget, personnellement. La scierie n'en a jamais dû un centime. Glenn a perdu Marsh Contracting au printemps. Je ne lui ai pas prêté un sou, et je dors très bien. Marsha a cessé de venir à la maison. Elle envoie une carte à Noël maintenant, signée simplement un Marsha, et je la pose sur la cheminée sans grand sentiment d'un côté ou de l'autre. Le trust détient tout exactement de la manière dont Walter l'avait construit. C'est moi qui gère la scierie ces jours-ci. La plaque de laiton près de la porte indique toujours « DNW Overton, fondé en 1990 ». Et ces derniers temps, les gens ont effectivement commencé à la lire. Ils avaient déjà décidé de ce qui se passerait avec sa succession. C'était la phrase que Bridget répétait sans cesse, sur le cercueil, sur ma propre table de cuisine, comme s'il s'agissait d'un fait acquis. Ils avaient déjà décidé. Ils avaient simplement mal décidé. La lettre de Daniel est arrivée 3 semaines plus tard. C'était une page dactylographiée, formelle,
de la manière dont je lui avais demandé de la rédiger. « Chère Madame Overton », commençait-elle. Et j'avoue que ce Madame Overton m'a fait un pincement au cœur. Il listait son expérience comme un étranger postulant depuis la rue. Il demandait à être pris en considération pour son ancien poste. Il est venu seul pour signer les nouveaux documents. Sans Bridget. Il a lu chaque ligne avant de signer 2 fois, lentement, son doigt suivant les mots comme le mien l'avait toujours fait. Nous ne parlons pas beaucoup. Ce qui s'est brisé entre nous ne se répare pas en une seule saison. Peut-être pas avant des années, mais il lit les contrats maintenant. Il demande à voir les comptes. La semaine dernière, il a repéré une erreur sur la facture d'un fournisseur avant moi, et il était presque timide pour me le dire. La porte est ouverte pour l'homme qui lit la paperasse. Elle n'est pas ouverte pour le garçon qui s'est contenté de supposer. C'est aussi loin que j'irai. C'est tout ce qu'il a mérité, et c'est plus loin que ce que j'aurais jamais cru que nous atteindrions. La patience n'est pas de la soumission. Parfois, c'est juste le son qu'une femme tranquille fait pendant qu'elle attend que la vérité arrive sur le papier. C'est mon histoire. Un chuchotement à des funérailles, une enveloppe marquée octobre, et une femme tranquille dont ils auraient tous dû se souvenir. Si cela vous a poussé à mettre à jour votre propre testament aujourd'hui, prenez cela comme un signe. Commentez, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine histoire.